Aujourd'hui, est-ce que la société sud-africaine a commencé un petit peu à se mélanger, on va dire que les communautés ont commencé à se mélanger, ou on est encore dans une logique de ghetto, on est dans une logique de township, de zones réservées suivant l'ethnie auquel on appartient? Il y a eu des changements au niveau géographique, l'apartheid résidentiel étant aboli, il y a une libre circulation de tout le monde, mais il reste néanmoins des ghettos. On a quand même un brassage social aussi. On a cette nouvelle classe de noirs qu'on appelle les diamants noirs qui ont accès, qui sont aussi parfois riches à millions, mais on a toujours les ghettos noirs. On a aussi une nouvelle classe. Il y a toujours eu des blancs pauvres aussi à l'époque de l'apartheid, mais qui pouvaient bénéficier du régime paternaliste de l'apartheid, qui avait des aides sociales. On a une nouvelle classe de blancs pauvres aussi, puisqu'il y a aussi la discrimination positive. Tout le monde est logé à la même enseigne, et donc les blancs perdent leurs emplois. Il faut arriver à composer une société qui a perdu qui n'a plus du tout les mêmes frontières géographiques ou sociales. Donc c'est un travail. L'apartheid a été aboli officiellement il y a presque 20 ans, mais il y a encore dans les faits, je pense à la redistribution des terres. Il y a eu 3 grandes lois en fait qui ont été abolies, les dernières lois en 91. L'apartheid résidentiel, la loi sur la répartition des terres qui octroyait 87% des terres aux 6 millions de blancs et les 13% des terres restantes aux 35 millions restants. Et puis la clé de voûte qui était la loi qui consistait à indiquer sur votre carte d'identité votre appartenance raciale. Donc ça déterminait votre parcours du berceau jusqu'au cimetière en fait. Toujours aussi compliqué concrètement en tout cas de redistribuer les terres déjà, parce qu'il y a les grands propriétaires terriens, il faut essayer de redistribuer ces terres. Certains blancs ont peur d'arriver aussi à une situation comme au Zimbabwe où il y a une expropriation un petit peu musclée de certains propriétaires, donc tout ça sur fond de violence aussi, hein, que ce soit urbaine ou rurale. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur l'Afrique du Sud? Tout simplement, lorsque je suis parti à l'île de la Réunion dans un cadre militaire, effectuer ce que l'on appelle le service militaire, qui à l'époque était obligatoire et auquel que je ne voulais pas faire, mais que j'ai fait parce que ça m'a plu, pas pour le port de l'uniforme, mais pour l'activité qui consistait à faire du renseignement militaire, économique, social, politique, sur l'Afrique du Sud, dans une époque charnière. On est quand même en pleine transition, on a ces élections multiraciales, les Noirs pouvaient voter pour la première fois, attendaient en tout cas ce jour, qui a eu lieu en 95, c'était donc juste avant cette époque. Et ça m'a passionné aussi, j'ai découvert aussi cette portion, cette catégorie d'Africaneurs, bon, qui ne sont pas tous bien sûr à mettre dans le même sac, mais extrémistes, qui se réveillait un petit peu dans les années 90 en disant, voilà, monsieur le président de Klerk, qu'est-ce que vous faites là? Vous bradez notre pays aux Noirs. Donc il y a eu aussi quelques exactions terroristes et une montée, ça restait encore marginal, mais malgré cela, il y avait quand même quelques exactions terroristes. L'histoire de ce livre, on peut en connaître quelques secrets de ce roman? Sans dévoiler les secrets, tout démarre lorsque ce jeune garçon de 18 ans annonce à ses parents qui appartiennent à cette tradition très conservatrice et rurale, agriculteur, annonce qu'il va travailler au service d'une famille de la bourgeoisie noire. Et donc pour son père, c'est un petit peu les fondements du système déjà qui s'écroule dans l'enceinte même de la ferme. Et donc dans cette ferme, on retrouve cette confrontation entre ce fils et ce père qui sont aux antipodes l'un de l'autre au niveau idéologique. Donc on va dire que le héros du livre est un trait d'union. C'est un rebelle, mais c'est un trait d'union. Oui, ouais. C'est un trait d'union nécessaire dans la construction de ce que Nelson Mandela appelle la nation arc-en-ciel. Donc c'est un trait d'union, surtout qu'il va tomber amoureux de la fille de ses employés, qui bien sûr est noire, et qui
Et s'appelle Blanche. Et qui s'appelle Blanche. Blanche, j'ai trouvé ce nom, il y avait c'était la sœur d'un chanteur de jazz, lui est plus connu, Cab Calloway, et sa sœur Blanche Calloway, qui avait été elle-même victime du racisme aux États-Unis des années 30. Très bon roman, c'est vraiment un livre qu'il faut avoir sur soi cet été, c'est passionnant, ça fait rencontrer vraiment un côté de l'Afrique du Sud qu'on connaît peu, et puis une intrigue vraiment captivante, vraiment, si vous devez partir en vacances et voyager plus loin que vous ne le pensiez, eh bien, vraiment, il faut lire Afrikaner. Merci Cyria Griffon d'être venu à Lire en Folie pour présenter ce livre. Ce livre est édité aux éditions Michalon. Très 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 bon livre. Vous pouvez rencontrer Cyria Griffon à la librairie. Peut-être avez-vous des questions sur l'Afrique du Sud. Je sais pas. Non, pas de questions. On a tout dit alors. Hein. On est quand même sacrément fort. Hein. Je vais juste garder Cyria Griffon à côté de moi. Je voudrais juste parler d'un autre livre aussi. Alors là, ce livre ne parle pas d'Afrique du Sud. Il est beaucoup plus proche de nous. C'est un livre qui a été édité sur le territoire d'Annecy. Il s'intitule À l'ombre des folies. Il se sous-titre Petite fabrique de mots parce qu'effectivement, les mots qui sont dans ce livre ont été fabriqués par 5 bibliothèques, 6